Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech. Vous nous regardez sur la chaîne Bismart for Change. Aujourd'hui, je vous donne deux rendez-vous au cours de ces 28 minutes. On va avoir d'abord un rendez-vous avec l'intelligence artificielle pour les interviews de l'IA. Et puis un autre, plus de réflexion. On va parler des données personnelles et on va voir si l'Europe lâche un peu du lest en la matière. Allez, c'est parti. On démarre avec les interviews de l'IA. Les interviews de l'IA, c'est le rendez-vous avec les acteurs qui font l'actualité dans le domaine de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, deux personnalités. Nicolas Bougerie est en plateau avec moi. Bonjour Nicolas. Bonjour Delphine. Entrepreneur depuis plus de 20 ans dans le domaine de l'éducation, de la formation professionnelle. On va se poser ensemble cette question. Et si la manière dont nous concevons aujourd'hui nos IA pédagogiques, changeait la manière dont nous apprendrons demain? Mmh, vaste question. Eh oui, et en plus, j'attends vos réponses. Et puis avec nous également, mais à distance, Guillaume Sarkozy, référent dans l'écosystème assurantiel français. Avec vous, on posera la question plutôt de l'IA comme une révolution nécessaire pour ce monde de l'assurance et on verra pourquoi. Alors, on va commencer déjà en plateau, Nicolas, ensemble. Donc, vous êtes le CEO fondateur de TeachUp, qui est une plateforme qui permet aux entreprises de créer des formations sur mesure qui vont en plus s'adapter en temps réel au niveau de chaque apprenant. Tout ça grâce à l'intelligence artificielle, ça va sans dire. Mais alors, ça marche comment, très concrètement? Alors, Teachup, c'est une technologie, une plateforme qu'on met à disposition des entreprises. Il y a 2 propositions de valeur. La première, c'est, quand une entreprise identifie qu'un savoir-faire est clé pour, sa réussite sur un projet où une compétence est déterminante, elle va pouvoir, par ses experts ou par ses documents, mettre ça dans la plateforme et la plateforme est capable de créer avec des assistants IA, des objets pédagogiques extrêmement variés. Oui, mais là où je vous dis comment ça marche, c'est-à-dire que moi, si j'arrive avec une idée juste, bah tiens, j'aimerais bien former mes collaborateurs à l'IA. Mmh. Alors à Ça l'IA, fonctionne là? en général, les Je vais avoir des entreprises petits ont. agents, des agents qui vont me Exactement, préparer. c'est des experts que vous avez dans votre organisation qui ont un savoir-faire. Nous, on va les capter avec la plateforme. On va les transformer en plusieurs objets pédagogiques de façon automatique, où les experts vont juste avoir à relire Alors et des experts, des vrais experts? des vrais experts métiers. Par exemple, quelqu'un qui est expert sur un produit, sur un processus, sur une méthode, va pouvoir parler avec la plateforme. La plateforme va transposer ce qu'elle lui dit en, Grâce au modèle de grâce au langage? modèle de langage D'accord. et va pouvoir apporter, créer automatiquement des objets pédagogiques très différents. Et ces objets-là vont être proposés aux apprenants, donc les salariés de l'entreprise, qui vont apprendre comme ils ont besoin d'apprendre. Comme tous les salariés ont des niveaux différents, en fait, c'est l'IA qui va en temps réel adapter les contenus, les exercices, les entraînements aux besoins de chacun. Mais cette formation, elle est construite à partir aussi de briques de l'entreprise? Oui, Ou- essentiellement de briques de l'entreprise. D'accord, Et d'ailleurs, les entreprises mettent leur contenu, c'est leur contenu, on n'est pas sur des IA généralistes, on d'accord. est sur le contenu de l'entreprise et on vient transformer ce contenu en formation qui s'adapte en temps réel aux salariés. Et ça prend quelle forme? Ça prend la forme de quiz, de jeu, Alors ça prend des multiformat. ateliers pratiques? Non, alors c'est des formations digitales aujourd'hui, Ok. qui prennent plusieurs formes. Ça prend la forme de modules. Alors tout le monde a vécu des modules d'e-learning tels qu'on les a conçus et opérés pendant des années. Oui. Et au lieu d'avoir un tunnel d'apprentissage où tout le monde fait la même chose dans le même ordre, dans le même sens, par exemple, un des formats, c'est d'avoir un objet qui s'adapte en temps réel. C'est-à-dire que quand je fais un exercice, un entraînement, etc., en fait, en temps réel, la plateforme va voir si je suis expert, pas expert, va adapter le niveau de difficulté du jeu, va me faire un feedback qui est personnalisé, va être capable de créer des entraînements avec ma voix pour me faire pratiquer, utiliser la connaissance dans des situations pratiques, va me mettre à disposition des agents pédagogiques qui vont s'adapter à moi, va me faire des fiches mémo qui sont des fiches adaptées à ce que j'ai besoin de mémoriser en matière d'ancrage mémoriel. La différence, c'est que dans la plateforme, on a mis plein de bonnes pratiques de sciences cognitives que les gens ne connaissent pas, que les experts n'ont pas forcément toujours, pour venir élever en fait les collaborateurs dans leurs apprentissages. Mais alors, on craint parfois que justement ces IA nous rendent plus bêtes, que finalement on ait moins besoin d'apprendre, puisqu'elles savent faire des choses à notre place. Mm. Est-ce que vous êtes de cet avis-là? Et pour reprendre la question que j'avais au démarrage, est-ce que le fait d'apprendre comme ça avec des nouveaux outils d'IA, ça transforme aussi finalement notre savoir? Ouais, complètement. Et d'ailleurs, enfin, nous, la destination, la mission du groupe que je dirige aujourd'hui, c'est de faire réussir tout le monde. Et faire réussir, en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui vont très très vite. L'IA, on la conçoit pas comme un objet qui fait à la place d'eux. Sur des compétences déterminantes, on essaie d'élever la personne pour l'aider à développer la compétence. Donc en fait, l'IA va être plutôt le coach qui va adapter l'exercice, qui va faire un feedback immédiat, qui va aller chercher la zone proximale de développement en sciences cognitives. Vous savez, c'est la zone où on est assez challengé pour progresser. Et c'est pas trop facile, c'est pas trop compliqué. Je suis aidé pour réussir à développer la compétence. Donc l'IA, elle est au service de la personne qui a envie de développer cette compétence pour être à l'aise quand elle est dans une interaction avec un client ou avec un collègue,
quand il s'agit d'utiliser la connaissance en situation. Il y a ça pour, les enfants. Moi, j'en ai entendu parler au moment du lancement de Powers, Mmh. Power Z, qui disait que justement, il fallait trouver le bon niveau de difficulté pour que ce soit suffisamment difficile pour qu'on ait envie de progresser, mais pas Mmh. trop difficile pour pas qu'on abandonne. Exactement. C'est le cœur du jeu. En fait, il y a plusieurs principes de sciences cognitives qui sont très importants. C'est le faire de faire des petits exercices bien ciblés, parce que ça a un impact très positif sur l'apprentissage. Le fait d'aller chercher cette zone proximale de développement, qui est la zone où on tire l'élastique assez pour progresser, mais pas trop, pour qu'on soit quand même en confiance dans une démarche de progrès. Et le fait de faire des feedbacks très proches de l'action. C'est-à-dire quand je m'exerce sur un exercice et je m'entraîne, parfois avec ma voix, parfois avec mon clavier. En fait, j'ai des IA qui sont entraînés à me faire un feedback immédiat et qui me font refaire une fois, deux fois, trois fois. Et par la répétition, on développe l'ancrage. Donc, on développe la montée en compétences. C'est pour ça qu'on appelle ça des IA pédagogiques. C'est différent, c'est un domaine spécifique, l'IA pédagogique? C'est simplement qu'on embarque plein de principes des sciences cognitives. Alors, nous, on a des algorithmes et on a des IA propriétaires dans le groupe D'accord. et on utilise des IA génératives. Et c'est la combinaison des deux qui crée la valeur dans le produit. L'EA Act, j'imagine que ça vous concerne directement parce qu'on est dans le domaine, de l'éducation, donc on Mmh. touche à un sujet hyper important. Mmh. Comment est-ce que vous voyez cette réglementation européenne? Adaptée? Adaptée, assez structurante, très intéressante parce que c'est une réflexion qu'on a menée bien avant les hikes, mais il y avait une dimension qui est assez clé dans l'apprentissage. C'est que dans la formation professionnelle, par exemple, on a des grandes entreprises chez qui on forme 10 000, 20 000, 50 000 personnes. Quand on développe des entraînements, je vais prendre un exemple pour illustrer des entraînements qui permettent aux collaborateurs de progresser sur des situations de terrain. On les met en situation, on les entraîne avec l'IA. L'IA leur propose un entraînement, donc une situation très pratique. Je suis face à un client, le client me dit ça, qu'est-ce que je lui réponds? Le collaborateur s'entraîne, il fait une tentative, l'IA évalue sa tentative sous l'angle plein d'éléments qu'on lui a donnés, fait un feedback, lui demande de le refaire jusqu'à ce que la personne y arrive. Mmh. Ça a une dimension, une destination qui est formative. Je suis là pour former la personne. Mais on voit bien qu'une entreprise pourrait l'utiliser pour évaluer ses collaborateurs. Absolument. Et donc se servir de la donnée, qui est la donnée générée par l'IA, pour faire remonter les collaborateurs qui arrivent, qui n'y arrivent pas. À partir du moment où on fait évaluer les collaborateurs par une IA, ça pose d'autres questions éthiques qui sont: est-ce que j'ai le droit ou pas de faire évaluer mes collaborateurs par une IA? Quelles sont les conséquences de cette évaluation? Est-ce que cette personne va progresser, va pas progresser dans mon organisation? C'est pour ça que l'IA vient poser un peu le cadre de ce qu'on a le droit de faire ou pas en fonction du risque. Alors, il y a deux éléments de risque. Il y a nous, en tant qu'éditeur de plateforme, qui portons un niveau de risque parce qu'on met à disposition des fonctionnalités. Et il y a celui qui l'utilise, qui porte une responsabilité d'usage. Et l'IA Act vient un peu accompagner et cadrer la façon dont on interagit avec nos clients. On a beaucoup de grands groupes. Je trouve que c'est très structurant. Ça nous met dans des schémas de réflexion qui sont hyper sains pour savoir ce qu'on veut en faire et ce qu'on veut pas en faire. Guillaume Sarkozy, vous êtes sur, la même ligne, sur le texte de l'EA Act et éventuellement, est-ce que vous avez une question ou une réaction sur la présentation que vient de nous faire, Nicolas, sur la transformation finalement de l'éducation et de la formation, sur tout notre cycle professionnel? Oui, moi je trouve extrêmement important qu'il y ait des règles de gouvernance et des règles de bonne conduite dans cette question de l'IA. La question que j'avais pour Nicolas, et il l'a un peu abordée, c'est la question de l'évaluation, la question de l'acquisition des compétences. Ça me semble majeur d'être sûr que le collaborateur en question a bien acquis les compétences qu'on cherche à lui transmettre par ce système qui je trouve formidable. C'est déterminant parce que l'IA est quand même basée sur une capacité qu'on a à évaluer une compétence. Ce qui veut dire qu'on aide celui qui conçoit la formation à découper sa formation avec un objectif à atteindre, avec des critères observables qui permettent de déterminer si l'objectif a été atteint. On donne à l'IA ces éléments-là et on l'entraîne pour pouvoir évaluer elle-même les éléments. On donne toujours la main à l'humain à la fin. C'est-à-dire que même quand il y a une évaluation par l'IA, il y a toujours la personne qui apprend, qui a de façon visible les critères qui ont été utilisés. Elle a toujours la possibilité de remonter qu'il y a eu un souci ou de dire qu'elle n'est pas d'accord comme elle aurait pu le faire avec un humain. Et la façon dont c'est utilisé de l'autre côté, en fait, est intéressante parce qu'on essaie de le coupler avec des données de performance sur le travail. En fait, ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a des remontées de données qui nous permettent de coupler avec les API Ah, des données performance sur le d'apprentissage travail, ça peut faire peur parce que, aussi. là, on est vraiment sur Aussi. le management algorithmique. Aussi. Et c'est vrai que c'est tout l'enjeu de l'IA Act, c'est de venir cadrer la façon dont c'est fait. Ouais, C'est-à-dire que ça nous oblige, à partir du moment où on est sur un risque élevé, ouais. à mettre en place des processus, des accompagnements, des formations qui vont nous permettre d'aller vers l'évaluation. C'est pas interdit, l'IA Act ne l'interdit pas. Elle encadre simplement la façon dont c'est fait et qu'est-ce qu'on doit faire pour assurer une sécurité de toutes les parties prenantes quand on met en place des IA qui évaluent. Donc la frontière est très ténue, elle est très Mmh. ténue parce que former, c'est forcément à un moment donné coacher, évaluer, faire des feedbacks. La frontière, elle est là.
la destination et l'usage qu'on en a, et qu'est-ce qu'on fait de la donnée qui est générée. C'est ce qui fait finalement le risque dans l'entreprise. Oui. Bah, on est content quand les entreprises qui sont dans ce secteur se posent ces questions-là, s'interrogent. Mm. Donc ça déjà, c'est plutôt rassurant. On va passer la parole à Guillaume. Donc Guillaume Sarkozy, vice-président de Rizlum, qui est une start-up deep tech, pardon, fondée en 2024 à Station F. Et vous êtes toujours à Station F d'ailleurs, spécialisée dans l'IA pour les assurances et les mutuelles. Alors Rizlum, en fait, c'est une plateforme aussi, mais une plateforme d'agents IA personnalisable conçue pour traiter des processus métiers de l'assurance. Ma question, Guillaume, c'était est-ce que tous les processus métiers de l'assurance sont concernés? Tous les processus métiers sont à terme concernés. En fait, on se rend compte en lisant la presse, on voit que 80 à 90% des projets d'époque ne passent pas à l'échelle. Et Oui, pourquoi? Parce que souvent, une des grandes raisons, me semble-t-il, c'est que les données ne sont pas de bonne qualité. Et l'IA, ça veut dire avoir un data lake avec des données de très bonne qualité qui permettent de travailler sur ces données pour en tirer des conséquences. Et nous, notre métier, c'est d'abord et avant tout de structurer toutes les données, que ce soit des données de texte manuscrit, de texte imprimé, de mail, de chat, de voix et demain de vidéo, qu'on va mettre ensemble, qu'on va structurer pour les organiser et les rentrer de manière cohérente dans le système d'information de nos clients. C'est notre première mission. parce que cette transformation numérique, elle a quand même déjà eu lieu, rassurez-moi, dans le secteur de l'assurance, des mutuelles. Ils ont numérisé déjà tous ces documents sous lesquels, j'imagine, ils croulent d'ailleurs. Alors, pas tout à fait, Ah, pas partout, pas complètement, et surtout, la technologie jusqu'à maintenant ne permettait pas d'avoir des taux de réussite suffisants pour faire confiance à la technologie. Aujourd'hui, avec une IA spécialisée, les fameux SLM, Small Language Model spécialisés, on peut très bien entraîner les modèles soi-même et faire en sorte que le taux de réussite de l'IA soit entre 95 et 99%, c'est-à-dire meilleur que l'humain. et Ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. en quoi ça va transformer selon vous, peut-être les métiers de l'assurance? Peut-être vous allez me dire: «Non, ça les transforme pas vraiment, c'est juste une évolution, linéaire», je sais pas? Alors, on va voir, personne ne sait aujourd'hui ce qui va se passer. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est de sortir de ce débat, l'IA va remplacer les gens. L'IA, pour l'instant, va nous servir à compléter l'action des personnes. Je prends un exemple. Une plateforme téléphonique. Nous avons une IA chez Rizlum qui sait parfaitement parler comme une personne physique. Est-ce que pour autant on va remplacer les acteurs sur les plateformes? Non, pas forcément. On va d'abord leur permettre d'avoir un script, on va leur donner des conseils lorsqu'ils vont parler à leurs clients, on va résumer en temps réel à la fin de la conversation résumer l'objet de la conversation pour pouvoir stocker dans les systèmes d'information. Et puis, lorsque les personnes auront fini leur travail à 18 heures, eh bien, l'IA permettra toute la nuit jusqu'au lendemain matin de prendre le relais, de Oui. répondre aux clients. Mmh. Et donc, on va bien sûr faire de la productivité, je l'ai dit en résumant les conversations, mais on va aussi améliorer considérablement le service client. On parle beaucoup justement des capacités des IA à détecter les fraudes. Est-ce qu'il y a comme ça des domaines, des particularités qui vont pouvoir vraiment être accélérées grâce à l'intelligence artificielle selon vous? Alors la fraude, l'histoire de la fraude est absolument considérable. Elle est extrêmement importante et l'évolution des technologies fait qu'elle va augmenter encore. Donc avoir une IA spécialisée pour détecter la fraude, pour savoir si un document, à combien de pourcents ce document a la chance ou pas d'être frauduleux, Ouais. est absolument majeur. Et nous avons, nous, des agents qui permettent d'évaluer la qualité du document, de savoir est-ce qu'il a été photoshopé ou pas, est-ce que c'est une intelligence artificielle qui l'a conçu ou pas, est-ce qu'il faut poser des questions avant de savoir s'il faut rembourser, par exemple, l'acte de santé. Ça, c'est des questions fondamentales, sinon notre système social va être remis à plat, Mmh. va être écrasé par la fraude. Mais J'en mais suis mais persuadé. finalement, on arrive un peu après, c'est-à-dire que
les documents peuvent être falsifiés, voilà, il peut y avoir cette fraude et ensuite on va demander à l'IA de faire le tri. Moi, je me dis toujours, pourquoi on ne trouve pas un moyen déjà de s'en prendre à la racine, en fait, au Mmh. document numérique et à son authentification. Ben, c'est bien ce qu'on essaye de faire. C'est une course de vitesse Ouais, entre les technologies. Mais ouais. ça a toujours été comme ça depuis que le monde existe. Les fraudeurs aussi se servent de technologie et nous sommes acharnés à détecter les fraudes. Et dans le domaine, par exemple, de l'assurance santé, il est essentiel de détecter la fraude avant même qu'elle se produise, Ouais. avant qu'on ait réussi à rembourser un acte qui n'a pas été exécuté par un professionnel de santé. Ah oui, on est d'accord. Et sur l'anticipation des risques, alors, parce qu'on nous dit que les IA sont vraiment des aides à la décision, importantes. Est-ce qu'aujourd'hui, vraiment ça fonctionne? Est-ce que c'est fiable, de ce que vous avez pu, expérimenter déjà auprès des assureurs? Nous sommes partis pris dans la guerre qui existe, dans le combat qui existe entre les Large Language Models, les LLM et les SML, et les SLM pour des opérations de productivité simples. Nous pensons que le Small Language Model est majeur de manière à proposer des solutions frugales à nos clients et des solutions qui sont extrêmement sûres et qui protègent les données en laissant les données sur leur système d'exploitation. C'est la première étape pour nous d'une bonne IAisation, si j'ose dire, Ouais. de l'entreprise. Il faut commencer par là, sur des choses simples, de manière à arriver à passer à l'échelle. Et petit à petit, nous allons conquérir d'autres cas d'usage, mais ceci est une transformation. Et en fait, c'est une transformation RH également de l'entreprise. Donc, ça ne peut pas se faire en 5 minutes. Il n'y aura pas de grand bouleversement tout de suite. C'est une évolution qui va se faire. Et comme je le disais tout à l'heure, il faut commencer d'abord par avoir des données structurées d'excellente qualité. Vous êtes, je vous vois opiner du chef, Nicolas. Ouais, je trouve qu'il y a 2 éléments qui me parlent beaucoup dans ce que dit Guillaume, c'est le fait d'inventer des méthodes pour appeler les modèles de langage qui sont plus frugaux que ceux qu'on a utilisés au démarrage, vraiment se posant la question même d'utiliser plusieurs technologies en même temps pour avoir des systèmes qui sont plus petits, qui sont plus ciblés, qui sont moins consommateurs d'énergie. C'est extrêmement intéressant parce qu'en plus, ça améliore la qualité de ce qu'on Mmh. arrive à générer. Donc il y a un bénéfice qui est à la fois pour la planète et aussi pour la qualité de ce qu'on génère. Donc super intéressant. Je pense que le deuxième élément que qui m'appelle, c'est sur le million d'utilisateurs qu'on a chez TeachUp, on en a à peu près 100 000 dans la banque et l'assurance. Donc Ah ça me oui. parle, c'est un domaine quand même dans lequel il y a beaucoup d'utilisation, il y a beaucoup d'automatisation qui arrive, lot par lot, usage par usage, et on voit bien que le sens du métier, des compétences de demain, comment demain on va apporter de la valeur quand on est conseiller clientèle, est en train de changer. Et donc comment je redonne confiance à des personnes qui voient leur métier changer, et c'est inexorable, comme disait Guillaume, la qualité de ce que peut faire une IA sur certains gestes, elle est nettement supérieure à ce que peut faire un humain. Est-ce qu'il faut résister? Non. En revanche, il faut accompagner les nouvelles compétences, notamment dans les moments de vérité qu'on a avec les clients, dans les interactions, souvent dans l'assurance. C'est pas des moments qui sont drôles. Et la qualité humaine, le fait d'être présent, d'avoir des interactions en fait de qualité, savoir bien les générer, c'est un enjeu très fort aussi qu'il peut y avoir dans des métiers comme celui de Guillaume. Guillaume, sur cette partie formation, vous allez pouvoir vous rencontrer peut-être tous les 2 parce que Mm. Avec très bonne idée, merci Bismarck. parce que ça fait partie de l'enjeu, j'imagine. Quand on est une entreprise technologique, il y a, convaincre son client qu'on a la bonne solution pour lui, mais après il faut aussi que le client lui-même, au sein de ses équipes Mm. réussisse, à faire cette, acculturation, Mm. en interne et que ça vous les accompagnez aussi sur cette partie-là? Ben, c'est pour ça que nous disons, nous sommes des spécialistes de l'IA et de l'assurance. Et Ouais. nous essayons d'attaquer les entreprises, de proposer aux entreprises par secteur d'activité, pour leur montrer qu'on connaît leur métier, qu'on connaît leurs problématiques et que nous avons des solutions concrètes à leur apporter. Et tout en discutant avec les opérateurs. Parce que ce n'est pas en faisant du top-down qu'on va y arriver. Le top-down va permettre de donner les règles de gouvernance, de donner les règles d'éthique. Mais c'est le bottom-up, en partant de l'opérateur, qui va permettre d'optimiser les circuits de décision, d'optimiser les processus et d'apporter une meilleure qualité de service aux clients. Bon, j'ai une question pour vous 2 pour terminer, rapidement. En fait, je voulais vous interroger sur, la rapidité des clients que vous voyez, ou vous ciblez, à
embrasser cette révolution de l'intelligence artificielle? Est-ce que vous avez le sentiment que les gens se disent: «Ah bah ouais, c'est super, faut que j'y aille parce que c'est une baguette magique et je vais gagner en productivité, en rapidité», ou est-ce que les gens freinent? Enfin, comment vous voyez aujourd'hui les réactions des entreprises ou des clients que vous ciblez? Une très Que forte la baguette évolution magique, c'est sur... pas forcément positif, hein? Oui, et puis les 2 dernières années, on voit une évolution. Enfin, moi, je me dis que ça fait maintenant 5 ans qu'on est dans l'IA. On avait une IA prédictive et du coup, dès le départ, on a pris plutôt des early adopters, des personnes qui étaient plutôt des explorateurs. Maintenant, on commence à avoir d'autres typologies de personnes avec qui on converse et une plus grande maturité dans le fait d'accompagner des POC, de mettre en place des pilotes et donc une meilleure méthodologie. On a aussi de nouvelles parties prenantes dans les entreprises. Maintenant, on a le département IA qui existe, qui n'existait Et pas ils il y a 2 n'attendent ans. pas de miracle de l'IA, non, quand Non, même? mais ils ont une bonne connaissance déjà. OK. Ils ont une meilleure connaissance de ce que c'est et ce que c'est pas. Et on voit bien la valeur qu'on est capable de créer et qu'on n'est pas capable de créer à ce stade. On trouve ça s'inscrit dans un processus plus long. Moi, je trouve qu'il y a des visions, on commence à parler de vision 2030 avec des étapes, là où jusqu'à présent, on avait la volonté de créer la valeur tout de suite. Ouais. Donc ce changement-là est hyper important. Guillaume, très rapidement, on a 15 secondes. Moi, je suis tout à fait d'accord. C'est maintenant le moment où ça va démarrer. Ah bah, c'est Vraiment. Et c'est long parce qu'il y a des enjeux RH et de transformation, mais ça démarre. Ça y est, tout le monde est au courant qu'il faut y aller. Pas de baguette magique, un travail de fond. merci beaucoup, Guillaume Sarkozy, d'avoir été connecté avec nous. Je rappelle que vous êtes le vice-président de Rislum, ou Rislum d'ailleurs, comme je vous ai entendu le Et, prononcer, et Nicolas Bougerie, cofondateur et CEO de TeachUp. Merci à vous. Nous, on enchaîne avec ces questions autour des données personnelles. On termine cette édition avec David Lacomblède. Bonjour David. Bonjour Delphine. Président du think tank La Villa Numéris. On vous retrouve pour notre rendez-vous éco-société numérique, hein, avec l'annonce en particulier d'évolution sur les données personnelles et du RGPD, le règlement européen en la matière. Alors, on parle souvent de l'Europe comme d'une machine à produire des normes, c'est même ce qu'on nous reproche, hein. Puis là, paf, surprise, on voit la Commission qui présente un projet de loi qu'on appelle Omnibus, hein, et qui dit vouloir tenir compte en fait de l'évolution du marché, notamment en matière d'intelligence artificielle. Et il semblerait qu'il y ait une sorte de vent de simplification qui soufflerait sur l'Europe. Le RGPD est une religion et les régulateurs en sont ses apôtres. C'est une loi et un règlement assez récent, 2018. Et pourtant, il s'est imposé comme central sur notre beau continent, Ouais. avec effectivement des annonces un peu anticipées de la Commission européenne, on les attendait, et plus fortes que escomptées, avec finalement un principe de réalité qui s'impose. Et on est en train de passer d'un texte quasi dogmatique à un risque qualifié et mieux anticipé. C'est vraiment le tout ou rien qui régnait jusqu'à présent, qui conduisait d'ailleurs certaines entreprises à renoncer à des projets par crainte de se faire rattraper par la patrouille et d'avoir des amendes. Et là, l'agilité promise, effectivement, est plutôt de bon augure pour les entreprises. Alors, si on rentre un petit peu plus dans le détail, est-ce que ce texte s'attaque à la définition même de ce qu'est une donnée? Est-ce que ça va lever des freins aujourd'hui, enfin ou demain plutôt pour les entreprises? Alors, avec ce projet qui ne reste qu'un projet en l'état, il va être soumis à discussion, notamment au Parlement européen, mais c'est effectivement la prise en compte par la Commission européenne d'une clarification apportée par la Cour européenne de justice l'été dernier et d'une jurisprudence qui dit la chose suivante: les données personnelles ne sont personnelles que quand elles permettent d'identifier une personne. Dit comme ça tombe sous Oui. le bon sens. La palissade? Et seules les entreprises qui auraient des moyens raisonnables de pouvoir identifier les personnes tombent sous le coup de données personnelles, ce qui exclut le reste. D'accord. Jusqu'à présent, on avait des données anonymes, c'est-à-dire qu'on ne pouvait plus jamais remettre le nom d'une personne sur ces données et elle ne rentrait pas sous le coup de données personnelles. Aujourd'hui, avec des données pseudonymisées, si vous n'avez pas les outils pour pouvoir les reconnaître, vous ne tomberez plus sous le coup du RGPD. Et en cela, c'est une bonne nouvelle. À un moment où les données sont le carburant des solutions d'intelligence artificielle, ça veut dire qu'on va pouvoir entraîner des modèles sans craindre une épée de Damoclès administrative au-dessus de soi. C'est le retour du bon sens, en quelque sorte, où on ne va plus être obligé de construire des murs autour de coffres-forts dont on avait pourtant perdu la clé.
Alors, s'il y a un sujet sur lequel on va vraiment pouvoir mesurer ce changement, cette transformation réglementaire, ça va être sur l'évolution promise autour des cookies. Mais est-ce que ça veut dire qu'on ne va plus voir apparaître toutes ces bannières là sur les sites internet quand on va se connecter la première fois? Est-ce qu'on les voyait encore beaucoup? Parce qu'à trop les voir, on ne les voyait plus. On faisait un peu C'est vrai, l'absurdité, de manière un peu mais quand même, machinale. On continuez à cliquait devoir sur cliquer. oui, j'accepte ou j'accepte pas. Mm. Mais effectivement, c'était contraire finalement à une bonne maîtrise des données sur des petites solutions qui sont utiles pour être identifié, pour la navigation, se souvenir de là où on était allé la dernière fois, pour avoir aussi des publicités plus ciblées et qui répondent peut-être à nos attentes. Le consentement va demeurer, mais il sera peut-être moins systématique et passera très certainement par les navigateurs. Alors, qui dit navigateur dit big tech, donc va dire aussi vigilance, bien sûr, des pouvoirs publics, ne serait-ce que vis-à-vis de ceux qui en sont les opérateurs et pour l'essentiel des grandes entreprises américaines. Et oui. Est-ce que vous y voyez aussi la perspective peut-être de moins de bureaucratie? Parce que je vous ai déjà entendu présenter les régulateurs un peu comme des gendarmes. Ah, c'est vrai que c'est un peu shérif, fais-moi peur, cette affaire, avec une commission européenne et des pays, la France parmi les plus zélés, ne serait-ce qu'avec la CNIL, qui privilégiaient plus souvent le bâton que la carotte. En tout cas, ils étaient perçus comme tels par les entreprises. Et un tableau de chasse dont il faut bien reconnaître qu'il était conséquent, avec des amendes, et qui constituait d'ailleurs une communication régulière. Alors effectivement, là, il y a la promesse d'un guichet unique, donc peut-être moins de formulaires à remplir, et c'est toujours ça de prix. Faut-il encore que le guichet unique fonctionne? On a déjà eu des expériences douloureuses en la matière, Ouais. mais cette promesse d'un nettoyage est une bonne nouvelle pour les petites et moyennes entreprises qui sont moins équipées en juristes, en DPO, et qui donc n'avaient pas le temps matériel de s'y consacrer, et ça constituera très certainement pour elles une bouffée d'oxygène. Est-ce que vous y voyez même pour l'Europe l'occasion de retrouver une forme de compétitivité vis-à-vis des États-Unis, de la Chine? Je pense notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle. Alors, voyons avec ces ajustements, on n'est pas non plus dans une révolution, l'opportunité de passer de la critique à la construction. L'Europe n'est pas un musée, on n'a pas à mettre ces données sous cloche, et dès lors que l'intérêt légitime, c'est écrit comme tel dans le texte, est réuni, effectivement, l'Europe se donne finalement les moyens de ses ambitions. Néanmoins, la simplification promise n'est pas la banalisation. Il faudra être vigilant, ne serait-ce que sur les décrets d'application, puisqu'on le sait bien, le diable se loge souvent dans les détails. Oui, merci beaucoup, David Merci. Lacomblène. Je rappelle que vous êtes le président de la Villa Numéris. Merci pour vos éclairages, vos points de vue dans Smart Tech. Merci à tous de nous suivre. C'était Smart Tech, votre émission sur le numérique et toutes ces transformations autour de l'intelligence artificielle. On se retrouve très bientôt sur la chaîne Bismart. Excellente journée à tous.